Quand vous voulez. Attendez. Suspension. Non, j'ai pas présenté, enfin à peu près. Est-ce qu'on a vraiment besoin de présenter Marcel Lebrun, donc bien sûr qui est professeur à l'UCL, à Louvain, donc au Louvain Learning Lab, d'après ce que je vois là, et qui est bien évidemment sans doute dans le monde francophone des personnes qui est plus influente et puis qui a réfléchi depuis des années aux questions de pédagogie numérique. Pour nous, voilà, on a eu l'ouverture du colloque avec Milad Doué qui était plutôt du côté humanité numérique. C'était important d'avoir aussi voilà, quelqu'un qui est plutôt du côté de la pédagogie, des sciences de l'éducation, et puis c'était aussi l'objectif de ce colloque d'avoir le croisement de ces deux approches et de ces deux types de regards, mais comme on l'a vu tout au long de ces deux journées, qui sont des regards qui évidemment se croisent et se rejoignent de beaucoup de manières. Donc Marcel Lebrun nous propose voilà, sa conférence. Vous aviez vu l'intitulé puis la petite présentation dans le programme, l'école dans une société numérique. Et si on parlait d'apprentissage, donc le titre fait directement écho, hein, même qu'il ne soit pas consulté, avec le titre de la conférence de Milad Doué, qui était lui aussi centré sur ce mot d'apprentissage et ce concept d'apprentissage. Donc merci beaucoup de conclure cette manifestation et je vous laisse la parole parce qu'on a déjà perdu. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci pour le plaisir et l'honneur, malgré tout, que vous me faites en m'invitant parmi vous. Je dois vous dire tout de suite que je suis un peu désolé de ne pas avoir pu vraiment suivre vos travaux. Je les ai suivis au travers de fils avec un oiseau bleu et des choses comme ça. Mais hier, je suis enseignant d'abord et je devais m'occuper d'étudiants qui terminaient leur mémoire de master. Vous comprenez l'importance du moment. Alors, merci pour la présentation également. Ce que j'aime souvent rajouter, je peux le dire, c'est une sorte de fierté aussi de ma part, c'est que je suis un peu un hybride mutant dans le sens que mes études initiales, tout au début, donc c'est dans les années 70-80, là quelque part, c'était pas du tout les sciences de l'éducation, c'était pas du tout les sciences humaines, c'était des sciences assez carrées et dures, la physique nucléaire de surcroît. Et je dois dire que c'est au début des années 80, les plus anciens se reconnaîtront certainement, j'ai fait la rencontre avec des micro-ordinateurs, ça s'appelait des Commodore, des Thomson à l'époque, et j'ai commencé, vu ma discipline, à faire de l'EAO, de l'enseignement assisté par ordinateur, des simulations et des choses comme ça. J'ai très vite constaté que, allez, je vais vous le dire, les étudiants ne sont pas des particules élémentaires, d'accord? Parce que souvent les enseignants ils pensent ça, hein. Ils pensent qu'ils ont une sorte de fluide magnétique comme ça et que tous les étudiants vont bien s'aligner, là un peu comme les dipôles magnétiques, ben c'est pas ça du tout. Et j'ai commencé à les frapper à la porte des sciences de l'éducation pour qu'on m'explique certains trucs avec ça, qui étaient mystérieux pour moi, hein. Pour moi, une cause, c'est un effet, vous voyez un petit peu. Et donc, si tous les étudiants reçoivent ce type d'enseignement, comment ça se fait que dans des classes ça marche, dans d'autres ça marche pas, des étudiants performent, d'autres pas. Et finalement, dans les années 90, je m'installais en sciences de l'éducation et j'y devenais professeur un peu spécialisé, mais ça s'est fait au cours du temps, bien sûr, en technologie de l'éducation. Alors, dans mon titre, vous voyez, j'ai mis l'école, déjà avec des guillemets, ça signifie quelque chose. Je ne veux pas dire l'école primaire avec ça, c'est l'école toute la vie durant. Hein. Moi, je considère ça comme ça. Vous, maintenant, là, vous n'êtes plus directeur des écoliers, mais vous continuez à apprendre avec les autres en interagissant. C'est ça le sens du mot. Et dans une société numérique... je pense, certains disent, tu es si sûr, la disruption chez Rastigler, est-ce qu'elle est là? Moi je dis quand même, les choses changent, moi je les ai vues changer en tout cas, et probablement avec les effets de ce numérique qui est là.
en particulier de ce que moi j'appelle l'horizontalisation des pratiques, la désintermédiarisation, c'est-à-dire qu'on ne passe plus par l'expert nécessairement pour avoir un avis, mais on demande au travers des forums, etc., l'avis des autres, et on se le constitue comme ça. Et de temps en temps, on est quand même content d'avoir l'expert hein, pour se remettre parfois les idées en place. Donc voilà un peu le sens de ce titre-là. Alors ma présentation, il y aura différents volets, différents regards, il y en aurait pu y avoir beaucoup d'autres. Ce qu'on appelle dans la presse l'école numérique. Et quand moi je lis en dessous du titre ce qu'il y a, je dis il y a erreur sur le mot, c'est l'école numérisée. On parle là d'équipement, de choses comme ça. On ne parle pas de ces comportements et attitudes propres à l'ère numérique, ou alors d'une école qui est lieu d'écolage finalement pour cette société numérique en devenir. Alors je ferai un petit saut là vers apprendre finalement, qu'est-ce que c'est, qui le sait, oui mais pourquoi. Des compétences pour continuer à apprendre toute la vie durant, je parlerai un peu de ce terme qui lui aussi est un terme un peu fugace, hein, celui des compétences. Je vous parlerai enfin des technologies, le numérique, mais j'essaierai de le situer entre aliénation et émancipation sans choisir. Je ne veux pas choisir. C'est très clair. Le bon vieux Socrate parlait déjà de son pharmacone avec une invention technologique de 3 millénaires, hein, l'écriture. Et Socrate n'aimait pas écrire, hein, il n'a pas laissé d'écrit, c'est Platon qui a raconté un peu Socrate. Et lui disait déjà, l'écriture, c'est à la fois un remède et un poison. Et nous n'avons toujours pas tranché, voyez-vous. L'écriture pour colporter toutes sortes de choses très vilaines et d'autres choses tellement belles, quoi. Et c'est les deux à la fois. Et c'est pas la peine d'interroger la technologie, ça vaut la peine d'interroger les humains. Humanité numérique, donc. Je ferai un petit clin d'œil à la classe inversée, non pas parce que j'y crois, je trouve que c'est, comment dire, l'apothéose de la pédagogie de ce XXIe siècle, mais parce que pour moi, elle est très prototypique finalement de, peut-être, nouvelles pistes à explorer sereinement et prudemment dans le domaine de l'éducation. Et puis, si j'ai le temps, je terminerai par quelques perspectives. Alors, école numérisée, numérisation, transformation du message, transformation des humains en binaires, ou alors école qui prépare une société numérique. Et un petit clin d'œil, j'ai mis un Martine que vous connaissez. Martine explique Facebook à sa maîtresse. Alors, faire entrer l'école dans l'ère du numérique. Voilà bien un message qui est colporté un peu partout par les politiques. Et ici, je reprends une affiche. Je ne donne même pas les références, vous la retrouverez. Mais quand j'ai vu faire entrer l'école dans l'ère du numérique, je me suis interrogé, tiens, elle n'y est pas. L'école est quand même une grande partie de la société, on me dit que la société est devenue numérique. D'autre part, quand je vois le dessin qui est là, où on voit tous ces minouchets devant leur ordinateur, ils ne discutent même pas entre eux. Bien sûr, les tables ne sont plus en rang d'oignon, on a fait des petits groupes là, mais ils ont l'air de travailler tout seuls en petits groupes, quoi. Et donc là, je m'interroge quand même sur certains fondements et certains paradigmes. Alors, le numérique dans l'enseignement, le numérique dans l'apprentissage, e-learning, on dit parfois, apprentissage avec les nouveaux moyens électroniques ou informatiques, c'est quoi? Bien, je dois vous dire, j'en ai fait des revues de la littérature et des revues également de quotidiens, etc., qui me parlaient de cela. Et ce que j'ai trouvé le plus, c'est la médiatisation des ressources. C'est très fréquent. On s'échine, on se bat parfois pour des plateformes d'enseignement et d'apprentissage
entre Moodle, Claroline, Dokeos et les autres, le combat fait rage. Et quand on analyse les usages des enseignants, on trouve qu'ils y déposent des PDF. Ça me rend chagrin quelque part, puisque dans les intentions, on fait la liste de tous les outils possibles de ces plateformes, et l'usage, je l'ai mesuré de nombreuses fois, du dépôt de documents finalement, de la photocopie généralisée par le numérique, ben, c'est 80-90% des usages. Ce dont on parle beaucoup moins, en tout cas dans le domaine de l'enseigner et de l'apprendre, c'est la médiation des interactions. Pourtant, dans la société en général, c'est la face visible de l'iceberg. On nous parle de blogs, on nous a parlé de réseaux sociaux, on nous a parlé de toutes sortes d'outils, d'annotation, de discussion, de collaboration, etc. Et malgré tout, dans l'usage à l'école, comme s'il y avait quelque chose qui inhibe cette entrée des technologies, ben on en parle quand même beaucoup moins. Et pourtant, pour moi, dans mon esprit scientifique quand même un peu corrompu, s'agit-il d'opposer finalement à la transmission des savoirs et les interactions dans la classe? Je ne le pense pas. Je pense qu'il y a une véritable systémique qui est encouragée. Une façon pour moi de vous dire, ce n'est pas l'un plus important que l'autre ou l'autre plus important que le premier, c'est les deux à la fois dans une sorte de résonance. Alors j'aurais pu bien sûr vous parler de l'apprentissage. Alors j'ai mis quelques portraits. Il y a Socrate et son élève. Ibn Khaldoun, tout le monde connaît Ibn Khaldoun évidemment, non? Qui connaît Ibn Khaldoun? Quand même quelques-uns. Le père de la sociologie, il est au XIIIe, XIVe siècle et il parlait déjà de l'apprentissage collaboratif, de la nécessité de contextualiser les savoirs à un langage finalement très moderne. D'autres également, Albert Bandura, Piaget, Viau, Vygotsky, et je ne vais pas tellement développer ça, je ne vais pas faire aujourd'hui un cours là-dessus, mais peut-être vous parler de quelques tendances actuelles. Tendances actuelles qui ont été résumées par Siemens, George Siemens, aux alentours de 2005, et qui, lui, ne parlait plus du behaviorisme fait comme je fais, du constructivisme c'est à toi de le faire, mais il nous parlait du connectivisme. Alors, quelles sont ces tendances? Il nous dit tout d'abord, par observation finalement, que les apprenants vont rencontrer de plus en plus des connaissances et des compétences variées et qu'ils n'ont pas nécessairement appris à l'école. Parfois, sans liaison avec ce qu'ils ont appris à l'école. Petit clin d'œil, je vous dirais, qu'est-ce que je fous dans les séances de l'éducation après avoir fait de la physique nucléaire au CERN. Il nous parle aussi de l'apprentissage informel. Oui, bien sûr. On me dira, mais ça existe depuis toujours. Les élèves apprennent en dehors de la classe. Oui, mais plus que jamais. On a atteint un seuil quelque part. Et cet apprentissage informel, il devient de plus en plus partie de l'expérience humaine. Je vous ai parlé tantôt de cette horizontalité finalement dans le partage des savoirs, cette désintermédiarisation. Il nous dit aussi, et c'est commun, hein, oui, on sait ça, l'apprentissage est un processus continu qui se déroule tout au long de la vie. Ben oui, d'accord, mais quand je parle à mes parents, à mes arrière-grands-parents, si vous voulez, ben ils me disaient, on apprenait un métier à l'école ou dans les études professionnelles, et on le pratiquait pendant 40 ans. Mes enfants qui ont environ une trentaine d'années, ils en sont au 2e et 3e métier. Oh, bien sûr, ils ne passent pas d'un métier à l'autre, il y a des transitions qui se font. Mais malgré tout, le panel devient de plus en plus large. Les technologies sont, dit-il, en train de changer fondamentalement nos façons de penser.
Par exemple, mais je pourrais en citer beaucoup, je vous donne qu'un exemple pour préciser ma pensée, ben, on a montré que depuis l'usage d'Internet, des ordinateurs, vous savez, ces hypomnémata, ces mémoires extérieures, eh bien, nous retenons davantage où et quand nous avons rencontré telle information que l'information elle-même. Un peu comme si cette mémoire auxiliaire nous libérait peut-être de quelque chose. On parle aussi que l'apprentissage, avant on disait la pédagogie, l'apprentissage c'est l'affaire des petits-enfants, à l'heure actuelle on me parle d'institutions apprenantes, de communautés apprenantes, etc. Donc le terme apprentissage c'est quelque part généralisé tout au long de la toile. Pas mal de processus jadis du domaine de l'apprentissage sont actuellement de plus en plus et de mieux en mieux assumés par les technologies. Oh, ce n'est pas vrai! Ben si, par définition, les humains de tout temps ont créé des outils pour se faciliter la tâche, pour épargner leur mémoire, l'écriture. C'était déjà ça. C'est ce que Socrate contestait d'ailleurs. Vous vous souvenez, le dieu Thoth là, qui disait à Socrate, tu vas voir, avec l'écriture, les hommes ne perdront plus jamais la mémoire. Et le bon dieu Socrate lui répond, mais qu'est-ce que tu me racontes? Si on n'exerce plus la mémoire, on va la perdre. Vous voyez un peu déjà cette dialectique, je préfère dire ça qu'antagonisme qui est en train de se créer. Et donc, oui, les savoirs et savoir-faire sont en train, d'ici même, d'être supplantés, je dirais d'être complétés, par les savoirs où et quand, ce que les pédagogues avaient déjà appelé les connaissances conditionnelles. Pas seulement les connaissances déclaratives, les savoirs, comme on dit, pas seulement les savoir-faire, les applications, mais également les savoirs conditionnels. What if? Que va-t-il se passer si? Un peu ce qu'on pourrait appeler les hypothèses, etc. Un mot fort savant, mais notre cerveau n'arrête pas de fabriquer des hypothèses. Quand nous rencontrons quelqu'un pour la première fois, ben notre cerveau est déjà en train de faire des hypothèses sur est-ce qu'il va m'apprendre quelque chose, est-ce qu'il va être gentil avec moi, est-ce qu'il va dire du mal d'eux, etc., etc. Voilà les constatations de Siemens donc dans le cadre du connectivisme. Alors maintenant, après ce brossage, je sais, très rapide, mais en ligne de force, si vous voulez, de cette société numérique, un petit retour, l'apprentissage. Avec cette question que j'aime beaucoup, j'enseigne, oui, mais apprennent-ils vraiment? Répondre à cette question, il faudrait bien savoir qu'est-ce que c'est apprendre. Alors là, n'ayez pas peur, vous me posez la question, est-ce que les dias seront lisibles et tout? Celle-ci ne le sera pas beaucoup, mais je mettrai sur SlideShare le diapo, vous pourrez regarder. Si on regarde un peu tout ce qui a été écrit sur l'apprentissage, c'est énorme. Pour vous aider, j'ai mis des registres de couleurs. Les premiers tout en haut, tiens, le projecteur a un peu bougé, non? Il faudrait peut-être un peu tourner la... Ah, voilà. C'est pas très net, mais vous voyez le dessus. Parfait. Ah, mais quand même, oui. Alors, certains registres, accroître ses connaissances, mémoriser, etc. Un autre registre, comprendre plutôt que connaître par cœur. Organiser ses connaissances, mettre en pratique, acquérir des méthodes. Un troisième registre, modifier ses représentations, dégager du sens, percevoir des relations. Un autre registre, agir et interagir avec son environnement, interagir avec les pairs, et finalement le dernier, se développer personnellement, améliorer sa qualité de vie. Alors évidemment, si je devais essayer de mieux décrire tout cela, ben j'en ai encore certainement pour 1 heure, mais on m'a dit qu'on avait toute la soirée, donc ça ne poserait pas de problème. Alors je vais résumer. Et vous allez voir que mon résumé, il est en lien avec la figure que je vous ai montrée, souvenez-vous, la médiatisation des ressources.
les e-books et autres tablettes, et de l'autre côté, la médiation des interactions. Et pour le résumer, une phrase, une seule, ça change avec la toile de fond. Elle vient de Philippe Carré, qui nous dit, et pour moi je trouve cette phrase tellement belle, tellement riche, « On apprend toujours tout seul », ce qui veut dire que la question qu'on entend parfois dans la rue, « Alors, qu'est-ce qu'on t'a appris à l'école aujourd'hui ?» La réponse est « Rien du tout ». Vous ne pouvez pas m'apprendre quelque chose. Je vais apprendre moi-même, c'est un fait. Vous pouvez me montrer, me démontrer, m'illustrer, apprendre, on apprend toujours tout seul. Mais alors, dans une forme d'oxymore, là, on apprend toujours tout seul, mais jamais sans les autres. Eh bien, c'est un peu là-dedans que nous allons travailler durant cette conférence, essayer de voir cette ambiguïté quelque part dans le terme apprendre, irréductiblement quelque part solitaire, mais inexorablement social par ailleurs. Apprendre, éduquer, former. Alors là aussi, je ne puis pas m'étendre davantage, une définition qui colle bien finalement avec le concept d'apprentissage. La formation peut être regardée, puisque vous ne pouvez pas le faire apprendre, la formation peut être regardée comme la mise à disposition de l'apprenant d'occasions, on ne dit pas de ressources, de documents, de méthodes, d'occasions, où il puisse apprendre. Pour moi, c'est la phrase qui guide mon action, si vous voulez, dans mes enseignements. Essayez de rêver à des occasions. Et là, évidemment, le panel, si vous voulez, est infini. On peut faire apprendre en décortiquant un article de presse, en parlant du texte d'une chanson, on a parlé de ça ce matin, etc., etc. Alors, petit clin d'œil, ça me rassure. Il paraît qu'Einstein, qui disait quand même que Dieu ne jouait pas au dé, disait « Je n'enseigne pas mes élèves, je leur donne les conditions dans lesquelles ils peuvent apprendre. » Ça, vous m'avez demandé de venir m'exprimer là-dessus, ben, c'est ma façon de voir les deux concepts, apprendre et enseigner. Mais il y a des perturbateurs. Hein. Alors en voici un, vous le reconnaîtrez facilement, Michel Serres, dans les différents textes qu'il a écrits autour de Petite Poussette, hein, c'est cet enfant qui devait être tellement habile avec ses pouces là, sur son smartphone, qui nous lance cette phrase, mais que transmettre? Le savoir, le voilà, partout, sur la toile, disponible, objectivé. Le transmettre à tous. Ben, désormais, tout le savoir est accessible à tous. Il a dit accessible, hein, il n'a pas dit qu'on allait tous apprendre. Ce que j'aime bien dans le rapport, et j'en parlais avec Britt Maribard tout à l'heure, c'est cette phrase aussi de Michel Serres qui est écrite sur la bibliothèque de Polytechnique à Lyon. Et il illustre bien ce rapport au savoir médiatisé, au savoir normalisé. Il est écrit « Il faut fréquenter les bibliothèques ». Les bibliothèques sont pleines de choses intéressantes. Mais il faut savoir en sortir, parce que sinon, vous ne finirez que par écrire des livres sur les livres. Vous voyez un peu ce dialogue que j'essaie d'illustrer, je prends pas parti ici. Le savoir est éminemment respectable, il est utile, il nous conduit à des grandes choses. Mais quand même, il y a les humains à côté du savoir, voyez-vous. Et j'ai parfois très peur qu'à la Renaissance précédente, parce que je crois que nous sommes dans une Renaissance, on a déifié les savoirs. On n'a plus voulu que ce soit les dieux qui tournent les planètes pour tout ça. On a dit non, on peut comprendre. En faisant ça, je me demande si on n'a pas un peu trop déifié les savoirs
au risque maintenant de trop déifier l'humain et ses relations. Ne serait-ce pas finalement aussi un des sens de questionnement finalement des humanités numériques? Après ce petit détour par enseigner et apprendre, parlons maintenant un petit peu des compétences. Non, vous pouvez rester, rassurez-vous, je ne vais pas en parler trop. Parce que parfois ce mot fait fuir, quoi. Tellement on en parle. Quand j'ai commencé à m'intéresser à la pédagogie, Jean-Marie de Quetel, qui était un peu mon gourou, un pédagogue à Louvain, m'avait dit « Oui, c'est important de définir ses objectifs. » Ah bon? Oui, ça commence toujours par l'étudiant est capable de. Et puis il y a eu les compétences. Il fallait quand même que ces connaissances soient contextualisées. Et maintenant, vous savez quoi? Le mot compétence, il fait déjà un peu vieillot, hein? On nous parle des learning outcomes, les acquis d'apprentissage. Non seulement ce que l'étudiant sait, comprend, est capable de faire, mais on demande que l'étudiant lui-même soit capable de démontrer cet apprentissage. Et vous y voyez là peut-être la naissance des portfolios. C'est à l'apprenant lui-même à venir faire l'épreuve des connaissances qu'il a acquises. Donc ce mot compétence, à prendre avec des pincettes. Alors on va régler son compte à M. Bloom. Vous connaissez Benjamin Bloom, 1956. Remarquez que dans les textes récents de l'Europe, quand on parle des compétences, c'est toujours M. Bloom qui est cité en premier. Hein. Alors c'est très simple, vous avez là le petit dessin. Se souvenir, comprendre, appliquer, synthétiser, analyser, évaluer, et les enfants de Bloom, Anderson et les autres ont rajouté créer, etc., etc. Et on y a toujours vu une sorte de progression. Ben oui, comment voulez-vous analyser sans avoir compris? Comment voulez-vous synthétiser sans avoir fait des applications? Hein? Ça me paraît évident. Ben, c'est ce que l'école a pris finalement. On part des savoirs, connaître, comprendre, appliquer, et Bloom nous dit, dans le cadre de l'école, plus tard, tu pourras faire des situations problèmes, ce sera des terrains d'exercice de savoir-faire, des contextes. Ah bon, voilà. Mais on attend toujours à le plus tard, même en master, on dit ce sera plus tard, toujours plus tard. Un peu comme si finalement la raison et le monde des idées repoussaient celui de l'expérience et du vécu. Pourtant, peut-être je caricature, vous me le direz, mais dans la société, dans ma vie quotidienne et professionnelle, c'est bien rare que je vive des théories, que je lise, des théories, et que je rencontre des problèmes ensuite. Généralement, dans la vie quotidienne, la vie professionnelle, on est dans des situations problèmes. Je viens de recevoir là, une missive mon percepteur d'impôts. Il évoque l'article machin et la loi sur le et tout. Et c'est ensuite que l'on va aller chercher les savoirs. Comment se fait-il qu'on a inversé l'école d'une manière pareille? Faut-il nécessairement toujours commencer par les savoirs? Encore une fois, regardez mon dessin. Je ne suis pas là en train de vous dire que les savoirs doivent être légués, etc. J'ai bien dessiné ça dans une sorte de boucle systémique. D'accord? Notre problème, voyez-vous, mon problème tout d'abord, ça a été de croire qu'il y avait la cause et les effets. Mais non, les effets redeviennent des causes, etc. Et on est toujours dans des approches systémiques en tâchant d'y donner des réponses déterministes. Et ça nous vient de loin. Voici, c'est dommage qu'on ne voit pas mieux, mais enfin, Pierre-Simon Laplace, quelque part aux alentours du XVIIIe siècle, lui disait, fier de la raison triomphante, donnez-moi la position d'une planète, sa vitesse, etc., et je vous dirai où elle sera dans un mois. Et ça marche très bien. Un peu plus tard, un siècle plus tard, on a Henri Poincaré qui dit, oui, mais vous savez, dans certains systèmes, surtout les petits,
une petite erreur dans les conditions initiales peut avoir de très gros effets. Si vous ne comprenez pas, vous écoutez Benabar, il chante l'effet papillon. Demandez à vos enfants Benabar, effet papillon, il vous racontera ça. Et finalement, 20e siècle, Prigogine nous dit, mais vous savez, même dans les systèmes turbulents, où il y a des interactions de plusieurs choses, il arrive que certains événements mettent de l'ordre. Et donc, vous voyez qu'on passe de l'ordre au désordre, et finalement, le désordre peut être une source d'ordre, finalement, bien sûr, dans certaines conditions. Eh bien, j'y vois quelque part un peu une évolution des idées en pédagogie, avec le behaviorisme très normatif. Voilà comment il faut faire pour enseigner aux élèves. Surtout, ne leur souriez pas lors de votre premier cours en classe. Hein, ça pourrait conduire à toutes sortes de choses. Bon. Et puis, un peu plus loin, l'attention aux élèves, ils sont différents, ils doivent construire leurs connaissances. Socio-constructivisme. Et finalement, le connectivisme. Comment, finalement, on va finir, nous les humains, ça ne viendra pas d'ailleurs, comment on va finir par préparer une éducation dans laquelle les élèves vont apprendre, et la définition de Marcel Lebrun, un peu à l'emporte-pièce de l'apprentissage, c'est apprendre, est-ce que ce ne serait pas arriver, seul ou avec les autres, à mettre de l'ordre dans le désordre? Savoir, compétences et outils, quelques apports. Bernard Stiegler, qui nous parle quand même d'une technologie, d'un numérique relativement toxique, voire disruptif, tout en nous disant, ce n'est pas nécessairement la technique, l'outil qui est toxique, mais peut-être que les problèmes relèvent simplement de notre incapacité à socialiser correctement les outils. Alors, si vous voulez aller un peu plus loin dans le débat, je vous mets chaque fois une petite référence que vous trouvez sur le diapo. Il a dit ça dans une discussion avec Michel Serres, qui lui est beaucoup plus positif, certains disent angélique, par rapport avec les technologies, nous dit, mais avec les technologies, ces outils que l'homme fabrique, on devrait avoir le cerveau plus libre. Pas le cerveau vide, le cerveau plus libre. Comme toujours, Stanislas Dehaene, par exemple, qui nous parle du cerveau, etc., nous dit que notre cerveau est capable de recycler des zones qui sont moins utilisées pour pouvoir faire d'autres choses. Vous savez, enfin je ne sais pas, ce matin peut-être à Paris c'est comme ça, mais vous n'avez pas dû sortir dans la forêt pour aller chercher votre petit déjeuner et partir à la chasse. Nos ancêtres le faisaient, nous ne savons plus le faire. Mais cette zone-là, finalement, a été récupérée par les humains pour faire quelque chose. L'écriture, la lecture. Vous voyez donc, il y a des recyclages comme ça qui se font des différentes zones. Et donc, peut-être une certaine liberté. Ma question n'est pas tellement est-ce que nous sommes plus libres, moins libres. Je pense qu'à l'heure actuelle, on est quand même moins libre avec toutes ces technologies qui nous assaillent. Mais est-ce que ça relève d'un mauvais usage de notre part, d'une éducation qui est toujours à construire, d'une appropriation des potentiels des outils? Voilà les questions, et Michel Serres conclut volontiers en nous disant les technologies, le numérique, ici on dit comme ça, nous condamnent à devenir intelligents. Mais malgré tout, au-delà de Bloom et des autres, on commence à voir toute une panoplie de compétences qui sortent du registre des savoirs et des connaissances. On nous parle de l'esprit critique, on nous parle de la créativité, de la responsabilité sociale, de la communication, de l'alphabétisation, etc. Et vous voyez dans mon dessin, là, il y a un petit anneau blanc autour. Le petit anneau blanc, c'est les savoirs et les disciplines. Un peu comme si elles étaient reportées comme étant des outils pour faire autre chose. Je parle là toujours de ces savoirs validés, normalisés, etc., tels que je les ai décrits. Alors passons au numérique maintenant. Le numérique, je vous l'ai dit, parfois on me dit que tu es quand même un peu négatif avec le numérique. Je parle de fossilisation des pratiques. Je parle des ornières de l'innovation, c'est-à-dire de cette tendance qui se manifeste très fort de refaire avec les nouveaux outils ce que nous faisions avant,
et d'en conclure après beaucoup de recherches, que ben, finalement, il n'y a pas beaucoup de différence dans les résultats des élèves. Hein. Alors, vous allez dire que j'exagère, ben, pas tellement. Prenons simplement une petite phrase, ici c'est une petite devinette que vous allez trouver facilement. C'est une phrase, on parle de quelque chose, c'est quelqu'un qui l'a dite, qui nous dit, et je remplace le mot à trouver par machin, il nous dit « Je pense que le machin est destiné à révolutionner notre système éducatif. Dans quelques années, il dépassera largement l'intérêt des livres. Vous savez, avec les livres, on a environ 2% d'efficacité. Avec mon machin, je vais atteindre 100% d'efficacité. » On croirait Steve Jobs en train de parler de l'iPad, hein, vraiment. C'est pas lui. Alors, quelqu'un a une idée Thomas Edison à propos du cinéma en 1922. D'autres nous disent que ben, finalement, les ordinateurs et ces machins-là à l'école, ça ne vaut pas plus que les camions qui amènent des victuailles au supermarché. Ce n'est quand même pas parce qu'on amène des victuailles au supermarché avec un camion que la santé d'une population va s'améliorer. Et il dit, ben, souvent l'ordinateur joue le rôle du camion et on pense qu'en mettant des ordinateurs dans la classe, on va améliorer comme ça, de rechef, l'apprentissage, l'enseignement et toutes ces choses-là. J'exagère? Non. Regardez-moi ça, un rapport récent PISA. Vous savez, celui qui tous les 3 ans analyse dans tous les pays les compétences, les connaissances, etc. Conclusion, allez la voir. Les pays qui ont consenti d'importants investissements dans l'éthique, dans le domaine de l'éducation, n'ont enregistré aucune amélioration notable des résultats de leurs élèves en compréhension de l'écrit, en mathématiques et en sciences. J'en suis tombé de ma chaise. Ben non, je viens de vous en parler. Le numérique, les aspirations, c'est mieux communiquer, mieux travailler avec les autres, développer des occasions d'esprit critique, etc. Alors qu'est-ce qu'on vient mesurer l'effet du numérique en essayant de mesurer si les élèves connaissent mieux les tables de multiplication? Mais ce n'est pas là qu'il faut mesurer les effets. Et donc ma conclusion que j'avais tout de suite écrite un peu impulsivement sur Facebook, ben, c'était de dire, on n'a pas de meilleurs résultats? Ok. Probablement que les enseignants font la même chose avec les nouveaux outils que ce qu'ils faisaient déjà, et donc il n'y a pas de meilleurs résultats. Si on me parle des résultats des tests standardisés de connaissances, ben, il n'a jamais été dit que c'était là la niche dans laquelle les effets des technologies allaient se manifester. Et troisième point, avant de parler de tout ça, est-ce qu'on forme vraiment les élèves et les enseignants à l'utilisation de ces technologies, au lieu de tout le temps me seriner, oui, mais les élèves en connaissent plus que moi. Quand est-ce qu'on forme à cela? Quand est-ce qu'on forme? Ça me fait penser au vieux débat qui existait il y a déjà 20 ans entre l'éducation aux médias et l'éducation par les médias. Oh, on en a parlé! Mais quand est-ce qu'on a fait l'éducation aux médias? Oh, pas le temps, il faut faire des maths, du français, de l'histoire, il faut connaître les dates des grandes batailles et tout ça. Hein? Bon, ben, ce sera des choix. Et si on ne les fait pas, la fossilisation des pratiques nous guette. Ce que j'ai traduit par cette image, là, un peu caricaturale, vous voyez à votre gauche un professeur qui utilise les anciens outils, une tapette pour battre les tapis. À votre gauche, il utilise un aspirateur, mais il utilise l'aspirateur comme ça pour battre les tapis. Et après ça, on fait des études pour voir si l'aspirateur apporte vraiment quelque chose, quoi. Ben voilà, mon image des technologies est un peu noire. Hein. C'est un peu noir, mais je vous dis, j'y crois beaucoup à ces potentiels. Mais tant que nous-mêmes, nous continuerons à déifier l'outil comme si sa seule présence allait résoudre tous les problèmes, ben, je ne crois pas qu'on va arriver grand-père et ça risque de nous aliéner beaucoup plus que de nous émanciper. Pourquoi? Ben, parce que nous pensons très vite que les technologies vont avoir un effet sur la pédagogie. Comme ça, la cause et l'effet, si vous voulez. Bien sûr qu'il y a du potentiel, je le sais bien. Ces technologies nous parlent.
de collaboration, de coopération, de communication, d'inventivité, de pilotage de projets, de résolution de problèmes, etc., etc. Mais le gros problème, c'est que, à part ces promesses, nous ne nous rendons pas compte que pour que les technologies aient un effet sur la pédagogie, il faut que la pédagogie change d'abord. Et ça, c'est extrêmement difficile à faire comprendre, comme dit, oui, mais vous dites les choses et leur contraire. Vous dites que la pédagogie va avoir un effet, pardon, que la technologie va avoir un effet sur la pédagogie, mais vous dites que la pédagogie doit changer. Oui, je le dis, je le répète, et je dis les deux à la fois. C'est ce qu'on appelle de la systémique, il n'y a rien à faire, et elle se construit pas à pas par l'expérimentation, le partage des pratiques, les échanges comme ceux que vous faites pendant ces journées, entre les promesses et les nécessités. Je crois qu'il y a là quelque chose à trouver. Alors je termine finalement déjà, après ce rapide survol, non pas des menaces, des enjeux quelque part, en essayant de décrire un exemple que j'ai travaillé ces derniers temps, que je vais vulgariser un peu ici. Et vous avez dit, je ne dis pas la classe inversée comme on le dit souvent, comme si c'était la méthode à appliquer. Vous verrez pourquoi. Je dis les classes inversées. Alors oui, j'ai écrit un ouvrage chez Canopé à ce sujet-là. Voilà, c'est dit. Alors, l'idée, c'est de nouveau que l'enseignement, malgré la place présente des technologies, on est passé d'un enseignement qu'on appelait ex cathedra, de la chair finalement, à d'autres formes beaucoup plus modernes. Vous voyez là un amphi, tous les étudiants, un ordinateur sur les genoux. Je ne vois pas vraiment où est le grand changement conceptuel. Et finalement, nous sommes sauvés. Voilà ce qui se passe. Nous avons maintenant des vidéos avec des professeurs qui donnent cours dans des amphis et on peut même les regarder à la maison. C'est chouette, hein? Vous trouvez pas? Mais qu'est-ce qui est changé là-dedans dans ces rapports que j'ai essayé d'introduire entre l'enseigner et l'apprendre? On reprend des images d'un amphi, on les met sur Internet et on appelle, si on extrapole un petit peu, les MOOC, les Massive Open Online Courses. Nous sommes sauvés. Non. Encore une fois, c'est vrai qu'il y a une tentative d'externalisation des savoirs, de mise à disponibilité, qui est évidemment permise par les technologies. Mais ce dont il faut se rendre compte, que cette balance présence-distance induit également des changements dans les rapports enseigner-apprendre. C'est un peu ça, finalement, les classes inversées. Mais malheureusement, le message est trop vite compris et ça donne ceci. Vous avez deux colonnes, la présence-distance. Alors, présence, c'est en classe. Distance, comprenez-moi bien, c'est à distance de l'enseignant. Ce n'est pas nécessairement à la maison, mais c'est par exemple dans un centre média où les élèves travaillent les uns avec les autres sans la nécessaire directe et continue supervision d'un enseignant, à distance de la classe. Les deux lignes, enseigner, apprendre, je vous ai introduit rapidement à cela. Alors, traditionnellement, on me reproche parfois d'utiliser ce mot, je crois que tout le monde le comprend bien, l'enseignement se passe en présence. Le cours se donne à 14 heures dans l'amphi 14. L'apprentissage, on apprend toujours tout seul. L'étudiant se retrouve dans sa chambre d'étudiant ou en train de faire ses devoirs et il est bien seul pour réaliser tout ça. Que nous disent les classes inversées? On va translater. On va translater. On n'est pas encore dans l'inversion, hein, Jean-Charles. On va translater. Comment fait-on ça? La partie enseignement qui se faisait en présence, on peut porter une partie en distance. Et vous avez vu le fameux clin d'œil que je fais l'air de rien en mettant des livres. Bon, voilà. Et l'apprentissage, qui est à distance, on le ramène en présence en disant
on apprend toujours tout seul, mais jamais sans les autres. Et donc, on va faire des choses beaucoup plus intéressantes en classe, sous la supervision de l'enseignant. Les enfants ne seront plus tout seuls, et c'est bien, pour faire leurs devoirs. Ils auront des chances sans doute plus égales, le professeur pouvant demander aux plus forts d'aider les plus faibles, d'avoir une attention, une différenciation plus élevée envers les plus faibles, etc., etc. Le grand malheur, c'est que ce modèle-là, il est très vite devenu les flipped classrooms, les classes inversées, lectures at home, les leçons à la maison, and homework in classes, les devoirs à l'école. Et voilà, on a trouvé le truc, on a translaté, on utilise la distance, on utilise les vidéos, les technologies. Et alors, on me dit, oui, mais vous savez, il y a des cas où ça marche, mais ça marche pas bien, et les élèves qui devaient regarder les vidéos ne les ont pas regardées, donc le professeur doit quand même refaire. Enfin, vous voyez tout de suite les litanies qui peuvent arriver avec ça. Malgré tout, il y a des tas d'expériences heureuses. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles se passent à l'école primaire. Alors voilà une de mes amies, Annie Carsenault, allez voir, c'est sur YouTube, c'est la classe inversée expliquée aux parents. Parce que les gros problèmes qu'elle a eus en faisant des classes inversées à l'école primaire, c'était de convaincre les parents. Alors elle leur a fait une classe inversée, ce qui était finalement pas si bête. Ça se passe à l'école secondaire, en France aussi, si j'ai pris l'exemple de l'ESP de Strasbourg, où ils en ont profité non pas pour avoir un prof qui fait une classe inversée, là tout seul, mais de faire, au travers de l'école, une réflexion classe inversée en collaboratif avec aussi les enseignants, voyez-vous. Résumons. Vous avez deux bandeaux, distance en haut, présence en bas. On va passer à la vitesse supérieure. Hein? OK. Classe inversée de premier niveau. Comme dirait Bloom, de bas niveau. Enfin, bon, je ne peux pas dire ça. Des vidéos à distance, des débats, des questions-réponses, des exercices en présence, vous m'avez compris. C'est le premier niveau pour moi des classes inversées. C'est la classe inversée assez classique, c'est la flipped classroom des enseignants américains, c'est ce que j'appelle parfois, peu ironiquement, la classe translatée. Mais, dès que j'ai entendu parler de ce concept, je me suis dit, je fais des classes inversées, moi. Et d'autres enseignants m'en parlaient aussi au travers de mes enquêtes. Ce qu'ils font, c'est qu'ils demandent, imaginez la salle ici, je fais des groupes de 4 ou 5, ok? Je vous donne des thématiques différentes. Je vous donne quelques vidéos, quelques textes, quelques animations, etc. Et je vous dis, à distance, dans la salle d'études, à la maison, au café, je sais pas, vous allez me préparer une petite présentation pour le prochain cours, 10 minutes, avec les idées initiales. Ou bien, tel groupe, vous allez présenter tel auteur, et tel groupe, un autre auteur qui est un peu en conflit. Et vous allez revenir avec ça. Vous voyez la différence, c'est que ce n'est pas l'enseignant qui a mis les savoirs au travers de vidéos à distance, mais j'envoie mes élèves à distance pour aller chercher de l'information. Ben oui, on me dit que c'est la société de l'information, que les ressources sont externalisées, qu'il y en a partout, etc. Allons voir si c'est vrai, bon Dieu, ramenez-moi ça. Et c'est ce que je faisais dans mes cours. C'est ce que j'ai appelé, là, la deuxième colonne, le niveau 2. Vous voyez que c'est un processus d'inversion. Je joue sur la présence et la distance, je joue sur les activités et interactivités, j'essaie de rendre à la présence son sens, son potentiel d'interaction qu'elle a. Je rencontre là des humains qui peuvent travailler ensemble, etc. Et malgré tout, je ne suis pas encore satisfait. Parce que je me dis, ouais, mais ils vont revenir avec des tas de choses, et les savoir là-dedans, où est-ce qu'ils sont, et moi j'avais envie de leur dire ceci, mais les groupes ne l'ont pas dit, donc je me sentais un peu en décalage, en manque de transmission de savoir. Alors, regardez un petit peu ce que j'ai essayé de faire. Vous voyez le bloc qui est là, hein, les vidéos avant l'apprentissage en classe. Je vais l'enlever, et je vais aller le remettre après. Et ça va me donner finalement un ensemble, non plus prescriptif, il faut montrer des vidéos avant et on va faire des exercices pendant, ou bien il faut demander aux élèves d'aller chercher, mais encore une fois, on ne va pas être en opposition du magistro-centré,
le savoir d'abord, l'enseignant, même par l'intermédiaire de la vidéo, ou c'est les élèves qui amènent le savoir, on va essayer de combiner les deux. Et ça va me donner les classes inversées avec, si vous voulez, 4 temps, 1, 2, 3 et 4. Regardez un peu la séquence. D'abord, j'envoie mes élèves à la bibliothèque, ou avec leurs ordinateurs sur Internet, ou à la maison, où je leur demande de faire une présentation, une activité, etc. 2, ils viennent la faire en classe, c'est source de conflits socio-cognitifs. Il y en a qui ont trouvé ceci, d'autres ont trouvé ça. Toute l'intelligence de l'enseignant, chef d'orchestre. Ah oui, ça va être difficile. Oui, chef d'orchestre va se mettre en route, et puis ça va poser des questions. On va aller chercher des éléments théoriques 3, et ensuite on va les retravailler pour voir si ces éléments théoriques que j'ai trouvés, des modèles, des théories, des règles, etc., peuvent résoudre mon problème. Alors, ça ressemble à quoi ça finalement? Ben, il y a 2 axes d'inversion, ou en tout cas de transformation. Le premier, c'est ce que j'appelle les rapports au savoir. Au début de l'axe, le savoir est transmis par le professeur. Un peu plus loin, les savoirs du professeur, les savoirs, sont externalisés sur Internet. Et encore plus loin, les savoirs sont récoltés par les élèves eux-mêmes. Le rapport au savoir, est-ce que le savoir, il est tellement divinisé qu'il faut des clercs, des prêtres, des profs, qui parlent de la chair pour le transmettre? Ou est-ce que les élèves peuvent aller chercher? Vous faites la moue, mais c'est la société qui nous arrive. Ils sont là, les savoirs. Ces enseignants qui me disent « Oui, mais on n'est pas formé. » Allez vous former. Hein? C'est pas moi? Ah non, c'est pas moi. On nous dit qu'on va devoir continuer à apprendre toute la vie durant. Et qui seront les formateurs? Ben les mêmes. D'accord? Je pense qu'il faut aller jusqu'au bout des conclusions. L'autre axe, des rapports au rôle. Le professeur qui transmet, les élèves qui participent aux échanges, etc. Et en haut, les étudiants construisent eux-mêmes le dispositif de transmission. Alors, vous voyez bien à l'intersection, le type 1, les classes inversées de premier niveau, les savoirs sont externalisés, les élèves font des exercices. Vous voyez bien le type 2, les élèves vont chercher les infos et ils viennent les partager dans des dispositifs qu'ils ont mis en place eux-mêmes avec leurs condisciples. Vous retrouvez finalement les classes inversées qui mélangent un peu tout cela. Vous retrouvez un vocabulaire, les classes translatées, là où on porte simplement des vidéos en ligne, et on dit « allez les regarder, allez les regarder ». Et puis on dit « ils ne les ont pas regardés ». Ben non, il n'y avait pas de tâches, il n'y avait pas d'activité à faire, etc. Ensuite, vous avez les classes inversées, j'en ai parlé, et je ne sais pas, on aura sans doute de longs débats là-dessus, là tout en haut, où ça devient quand même un peu chaotique général, mais du chaos peut naître l'ordre aussi, les classes renversées, où c'est finalement les élèves, les participants qui construisent leur dispositif en amenant leur savoir, en mixant tout ça, etc., etc. C'est une typologie. Alors vous retrouvez mes 1, 2, 3, 4 qui sont là, et finalement, quand j'ai eu fini ce travail de conceptualisation, je me suis dit, mais mon vieux, t'aurais mieux fait d'aller voir la théorie, oui, c'est souvent comme ça, parce qu'il y avait déjà quelqu'un qui avait parlé de cela. Alors, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais M. Kolb, l'experiential learning, l'apprentissage par l'expérience. Il disait, le cycle d'apprentissage devrait commencer par une expérience, mais l'expérience dans le terme vécu, concret, dans l'action. Ensuite, une certaine réflexion là-dessus, un décortiquage, une analyse. Ensuite, une tentative de conceptualisation. Ah, j'ai remarqué telle chose, ça devrait être parce que... et d'ailleurs, j'ai lu un truc là-dessus, etc. Et finalement, l'expérimentation active, c'est-à-dire, si la règle que j'ai déduite est une règle pas mal,
je devrais pouvoir l'appliquer dans d'autres contextes. Mais regardez un petit peu l'expérience concrète. J'envoie mes étudiants sur le terrain récolter des informations. L'analyse, elle se passe finalement par discussion entre les groupes, etc. La conceptualisation, c'est les apports plus théoriques. Et finalement, le transfert, c'est les applications, les exercices, etc. Donc, vous voyez ces différents ingrédients des classes inversées bien comprises, c'est-à-dire qui dépassent les vidéos avant et on en discute après. Finalement, elles correspondent aux différentes phases que j'ai épinglées, ce qui correspond dans d'autres théories à contextualiser d'abord, décontextualiser ensuite, recontextualiser finalement. C'est le cycle qu'on appelle parfois de la pédagogie active ou de l'enseignement stratégique, etc. Et donc, ce qu'on a finalement au travers de tout ça, c'est peut-être un meilleur équilibrage à la fois des théories et des modèles sous-jacents finalement à nos actions pédagogiques. J'ai mis là de manière un peu caricaturale en haut avec Platon, Descartes, le monde des idées, des modèles, des théories. Utiles, ils sont là, c'est important. Ils ont été construits, ils ont une histoire, ils ont une aventure, mais ils sont nés aussi de l'expérience, ces trucs-là, voyez-vous. Et peut-être ailleurs, dans mon dessin, il est en bas, oui, c'est peut-être le monde d'en bas, quoi, je ne sais pas. Le monde des faits, de la réalité concrète, des perceptions, de l'expérience. Avec, j'ai mis Locke, Héraclite, on est plutôt dans l'empirisme. Et finalement, le behaviorisme, il partirait plutôt du monde des idées, du comment faire, il faut faire comme ça, les définitions, les normes, les règles, etc., pour après avoir des applications, etc. Et vous avez le constructivisme qui partirait plutôt des expériences pour aller vers le monde des idées. Finalement, le modèle que je vous ai présenté, je devrais avoir plus de temps pour aller plus loin, mais il opère cette jonction. Et là, moi, je suis content. Je suis content, j'oppose plus le monde des idées, celui de l'expérience. Je les fais tourner à deux, dans des cycles qui peuvent être d'1 heure, de 2 heures, de 3 jours, de 3 fois par semaine, d'1 fois toutes les 4 semaines, etc., etc. Ça, c'est la scénarisation pédagogique qui prend le relais. Alors, perspective 2026, c'est ma dernière dia. Les flips, les transformations. Essayez de jouer un peu le devin que je ne suis pas. Cette idée de flipper les espaces-temps. Donc, flip, dans le sens, on me dit parfois, pourquoi vous dites flip? Flip classroom, les classes inversées. Mieux utiliser les espaces, les temps, les lieux pour apprendre. Ne pas se dire, il y a à l'extérieur l'apprentissage informel, il y a à l'intérieur l'apprentissage formel. Il doit fonctionner à deux. Il doit fonctionner à deux. C'est pas l'enseignement à distance contre l'enseignement en présence, etc. Sinon, alors on se met d'accord, mais on arrête de me parler d'apprentissage toute la vie durant, qu'on va devoir réapprendre à différents niveaux de notre vie, que l'apprentissage informel devient de plus en plus important, et que de toute façon les gens apprennent des choses qui ne sont pas juste sur Internet. Oui, et alors? Et alors? Vous croyez vraiment c'est en enseignant des choses justes que vos élèves apprennent des choses justes? Je vous ai dit qu'enseigner et apprendre, c'est absolument pas équivalent. D'accord? Il n'y a pas cette équivalence-là. Sauf si on avait des petits robots en face de nous. Là, on pourrait peut-être le faire. Mais encore une fois, les étudiants ne sont pas des particules élémentaires. Flipper peut-être surface et profondeur. Vous savez, il y a des pédagogues qui parlent de l'apprentissage en profondeur, et il y a d'autres élèves, vous savez, ils ne font que survoler. Eh bien, nous devons apprendre à survoler, nous devons apprendre à aller en profondeur. Et c'est l'un ou c'est l'autre, c'est les deux à la fois encore. Et ça, vous voyez bien, ça va demander quand même des profils et des postures de formateurs extrêmement différents que ceux qu'on a appris finalement de manière formatée à appliquer règles et astuces ou recettes en salle de classe. Flipper les savoirs et les taxonomies, faut-il opposer les savoirs et les compétences? J'ai toujours trouvé ça ridicule, parce que quand je vois les définitions des compétences, je prends celle de Tardif, Jacques Tardif de mémoire. Une compétence, c'est un savoir agir qui s'appuie sur des ressources internes et externes.
Donc, par définition, la compétence inclut la notion de savoir. Et donc, on a presque une systémicité d'un double ordre, celle au sein de la compétence et de la compétence qui va s'organiser avec le contexte. Apprendre à nos élèves et à nous à mettre de l'ordre dans des structures désordonnées. Ne pas seulement enseigner des cartes de géographie, vous savez, les cartes, pour aller de tel endroit à tel endroit, il faut passer par tel endroit, attention à cet endroit-là, il y a un rétrécissement de la chaussée, etc. Ils ne doivent pas seulement apprendre à utiliser des cartes, les cartes sont utiles, vous le savez bien, mais nous devons aussi apprendre à utiliser des boussoles. C'est pas du tout la même chose. Une carte de géographie sur une mer déchaînée ne sert à rien. Apprendre à utiliser des boussoles, ce qui nous relève finalement les niveaux taxonomiques. Rendre les étudiants davantage actifs et interactifs, c'est une litanie que j'entends depuis longtemps. C'est quand qu'on va où, on n'y va pas, il faudra se décider. Mais sans perdre la poids pour l'ombre, la transmission reste utile. Michel Serres nous dit que beaucoup de choses sont transmises. Alors, ça c'est amusant à Louvain, quand je dis ça, il y a toujours un prof qui me dit « Oui, mais vous savez, monsieur Lebrun, moi j'enseigne le troisième principe de la thermodynamique et j'ai déjà regardé sur Internet, il n'y a rien du tout, hein. Viens ici, mon gaillard. » Non, mais c'est extraordinaire, hein. Jusqu'à un déni de présence, quoi. Bien sûr qu'il y a des choses. Et il y a des choses qui ne sont pas bonnes. Apprenez à vos élèves pourquoi elles ne le sont pas, voyez-vous. Ça ne sert à rien de leur cacher, ils vont les rencontrer. Flipper les rôles, rendre nos étudiants de temps en temps enseignants, etc. Eux aussi vont devoir apprendre et enseigner toute la vie durant. Et finalement, je vais être rassurant, il n'y a pas besoin de tout flipper en une fois, hein. Vous ne devez pas commencer à flipper tous vos cours, là maintenant, à la rentrée. Mais ce que j'aimerais bien, c'est que ceux qui ne le font pas encore, vous preniez là 2 ou 3 chapitres où vous êtes particulièrement à l'aise, pour lesquels il y a particulièrement des références, des ressources, et que vous essayez de faire un petit flip à cet endroit-là. Nul besoin de tout flipper en une fois. Mais je crois que l'idée des classes inversées, que je vous envie, que vous convie à aller regarder d'un peu plus près en dépassant les stéréotypes et tout. Jean-Charles en a certainement parlé et très bien et dans son exponentiel. Je pense que nous devons essayer ces choses-là. Moi, je les ai essayées. J'étais un prof très transmissif, vous voyez ça, un physicien, les équations, plein le tableau. Quand j'avais fini d'un côté, j'effaçais l'autre et je continuais. Hein. Et j'ai retrouvé du plaisir. J'ai retrouvé du plaisir à travailler avec les étudiants, de voir cette connaissance qui se construisait, pas seulement chez eux, chez moi aussi, parce qu'ils m'apportent des choses. Hein. Ah oui, monsieur Lebrun, on a trouvé ça, qu'est-ce que vous en pensez? Et ils ont l'impression que je vais garder en disant, c'est très bien. Hein. Et je leur dis, ah, ben, c'est intéressant, je ne connais pas. Ah, je peux en avoir une copie? Envoie-moi une copie, je vais regarder pour la fois prochaine. Voyez les yeux de vos étudiants, là, qui sont glauques, fermés et tout, ils sont ouverts. Quoi. Ça va? Je pense que c'est important. Merci pour votre attention. Comme l'impression que je vous ai maqué un fameux coup. On a un micro. Ou pas. Ouais. Comment? Oui, donc je vous rappelle le principe de ce micro dans lequel vous parlez, mais rien ne sort du micro. Donc c'est fait exprès, c'est juste pour que, non, c'est pour que les gens qui écoutent la conférence en distanciel puissent entendre les questions également du public. Donc il faut quand même parler dans le micro, mais on s'entend bien. Ouais, c'est ça. Mais pardon, je l'avais dit. C'est bien. Non mais c'est bien comme. Alors, collaboratif. Donc la parole est à la salle. Après cette conférence très très riche, en plein de choses évidemment. C'est pas de la clôture, c'est un peu de l'envoi pour la prochaine.
Merci, vraiment. Moi, j'ai eu un peu peur à un moment donné qu'on tombe dans un négativisme total. Et puis non, il y avait un rebond et puis des choses à la fin qui m'ont motivé d'un coup. Mais j'ai pensé à quelque chose. J'ai pas vraiment formalisé une question. Mais quand je vous écoutais à un moment donné, je pensais plutôt à mon rôle ou ma position de praticien au sein de cette institution qui doit accompagner d'autres pédagogues ou réticents ou envieux d'utiliser le numérique mais ne sachant pas comment faire. Et je pensais à la transmission non pas des savoirs mais des savoir-faire. Et nous qui savons faire quelques petites choses. Et voilà, vous avez beaucoup insisté sur la transmission du savoir, mais je me posais la question de la transmission des savoir-faire. Quelle approche vous aviez par rapport à ça? Oui. Alors, la question est très complexe, hein, mais je dirais que le savoir, il se transporte bien, il se médiatise bien. On trouve des vidéos sur toutes sortes de sujets, etc. Les savoir-faire peuvent être médiatisés. On peut filmer un enseignant qui fait telle chose et telle chose et demander aux étudiants d'analyser cette pratique, etc. Alors, quand on me parle de cette question, et sans vouloir être réducteur, mais pour aller au fait, moi, il y a un mot qui me séduit particulièrement, c'est isomorphisme. Former les enseignants comme vous voudriez qu'ils forment leurs élèves. Ce que je viens de vous dire, qui était plutôt sur la formation des élèves, formez vos enseignants comme ça. Autrement dit, ils vont chercher des savoirs, ils vont interviewer des enseignants dans les classes, l'activité à distance. Ils reviennent dans les classes, ils présentent, ils analysent ce qu'ils ont fait. On voit des enseignants de différents types, on retourne vers les modèles et puis on essaie de transférer et d'appliquer. Je ne pense pas que ce que j'ai dit était spécifiquement dans l'école, la classe. Je l'ai dit au début, pour moi l'école c'est au sens très large. Et donc la transmission des savoir-faire, si on peut dire, elle ne se transmet pas tellement, elle se pratique. Et donc si comme je le fais dans le cadre de mes cours, vos élèves futurs enseignants donc viennent expliquer à d'autres, communiquer, attention, quand je fais ça avec mes élèves, j'ai quelques mots-clés. Si je ne le fais pas, mes élèves eux-mêmes, vos futurs enseignants dans votre cas, ils risquent de refaire ce qu'ils ont vu depuis toujours. Autrement dit, ils vont vous faire un PowerPoint. Eh bien, moi, je leur dis, j'ai rien contre les PowerPoint, hein, mais essayez de me faire autre chose. J'aimerais bien que vous prépariez une petite activité, là, pour vos collègues. Et ils trouvent, ils viennent avec des chapeaux de Bono, des techniques d'animation qu'ils ont vues à gauche et à droite, et ils les appliquent. Il faut leur dire que la porte est ouverte. Sinon, comme ils sont dans un contexte scolaire, dans une forme scolaire, ils vont vous faire des diapos, qu'est-ce que vous voulez? Et comme les enseignants, les vôtres, vont faire des diapos, ils feront des diapos avec leurs élèves. Il y a un mot, et il marche bien, hein. Quand je dis à mes élèves, là, vous allez devoir préparer une activité, une interactivité, votre groupe, là, vous allez devoir faire quelque chose sur telle thématique à l'intention de vos condisciples, je termine toujours par un percutant « étonnez-moi ». Et ça fonctionne. Essayez-le, soyez prêts à récolter des tas de choses. Hein. Parce que si vous leur dites qu'ils peuvent y aller, ils vont y aller. Hein. Je me demande si on ne les contraint pas trop. Il y a cette forme scolaire qui nous contraint. On me dit, les enseignants, oh là là, ils ne connaissent pas le numérique, on n'est pas formés, etc. On étudie les habitudes, en Belgique, hein, en France sans doute aussi, des enseignants. Ils sont sur Internet, ils préparent leurs leçons, ils font du partage de pratiques, ils échangent des documents avec d'autres, ils font des achats électroniques, ils sont parfois même sur Facebook. Et on arrive en classe, il y a cette chape de la forme scolaire, ah oui, mais pas ici. Et donc je pense qu'il faut lâcher la bride intelligemment, hein, je ne vais pas dire tout et n'importe quoi, mais leur donner. Moi je glisse de temps en temps une petite vidéo avec quelqu'un qui explique une technique d'animation, et j'ai un petit répertoire comme ça, je leur dis, allez jeter un coup d'œil, des petites vidéos de 2-3 minutes, hein, pas des prises de tête.
Et donc, je demanderai à mes futurs formateurs de former leurs condisciples comme on voudrait qu'ils forment plus tard leurs élèves, si c'est ça votre souhait, n'est-ce pas? Si vous voulez qu'ils continuent à faire du magistral, demandez-leur de faire uniquement du magistral, et ils continueront à le faire magistralement. Je ne sais pas si ça répond, mais ça donne... Alors ça, c'est assez amusant. Quand il y a comme ça une pause, j'essaie toujours de la meubler. Quand je termine, parce que ça m'arrive de faire un cours, un vrai. Et ça se termine toujours par « y a-t-il des questions ?» Ben non, il n'y a pas de questions. Vous êtes comme nos élèves. Hein. Comment voulez-vous qu'après avoir été maqué pendant 1 heure avec un conférencier qui y allait, vous ayez des questions? Mais vos questions, elles vont peut-être venir quand vous allez marcher, là, demain. Et c'est peut-être une idée de travailler sur la présence et la distance, que les idées ne viennent pas tout de suite, elles mûrissent ces idées. Alors un écho un peu plus proche que dans la douche ou tout à l'heure dans la rue. Vous m'entendez? Donc, Moi, oui. Est-ce que justement, cette notion sur ce qui vient d'être échangé, cette notion sur finalement les savoir-être, donc la notion de la posture, n'est pas l'élément déterminant? Parce que finalement, que ce soit les savoirs ou les savoir-faire, bah, on peut tous, et on en apprend tous, dans un domaine ou dans plusieurs domaines, qu'on soit mono ou interdisciplinaire. Est-ce que finalement l'enjeu, il n'est pas là et à passer par différents outils et techniques tels que vous en avez décrit quelques-unes? Mais je pense que vous attendez ma réponse. Bien sûr qu'elle l'est. J'avais commencé mon exposé en disant que quand on me parle de l'école numérique et que je regarde ce qu'il y a là derrière, c'est souvent l'école numérisée. C'est-à-dire qu'on y parle de choses importantes, hein, la numérisation et toutes ces choses-là. Ça a conduit à... Je prends l'imagerie médicale, c'est un peu bateau, mais enfin, ce sont des choses absolument colossales. Et j'ai toujours envie de dire que ce qu'on appelle le numérique, ça dépasse largement les savoirs sur la technologie, ça dépasse certainement d'ailleurs des savoir-faire, parce que ça on l'enseigne, hein. Les enseignants me disent « Ah oui, on a eu des formations au TBI, hein. Ah oui, qu'est-ce que vous avez eu? Ah ben on nous a expliqué qu'en cliquant là, on pouvait allumer la machine, et que là, il y avait une barrette, et là, c'est le bouton pour mettre en gras. » Ça dépasse là, n'est-ce pas? On est d'accord à nous deux. Et donc, on est nécessairement dans le relationnel, dans une nouvelle façon à l'autre, qui a des... Il faudra nous éduquer. J'ai envie d'utiliser ce mot, éducation. Mais c'est vrai que, à l'heure actuelle, je vois dans mes amis, mes collègues, quand on a un petit bébé, on a mal à ceci, c'est arrivé à mon époux, elle avait des gros problèmes dans le bras, etc. Elle a été voir, elle a trouvé des mots fort savants qu'elle m'a dit, je ne saurais plus vous le dire, c'est un nerf qui court ici, bon, etc. Elle est arrivée chez le médecin qui a commencé à lui dire, je vais vous aider, et elle a dit, mais vous savez, docteur, je crois que je souffre de... Et le docteur lui a dit, attendez, mon ami, je vais, etc. Et il est arrivé à cette conclusion-là. Et donc, bien sûr qu'il y a cette désintermédiarisation qui présente des dangers, mais ces dangers peuvent être levés si nous sommes suffisamment familiarisés à cette relation, et on arrive tout de suite dans respect, on arrive tout de suite dans écoute de l'autre, on arrive tout de suite dans des éléments d'envie de construire ensemble et de ne pas détruire, voyez-vous. Quand je vois dans certains travaux, mais un étudiant présente son travail et les autres, on dirait une meute de loups en train de déchirer. Mais bon Dieu, si on était là pour apprendre ensemble comment on nous serine, etc., je dirais plutôt, elle était bien ta présentation, mais moi j'aurais quand même vu tel truc, et t'as pensé à tel truc? Ah non, je ne sais pas ce que c'est, je vais t'aider à le faire. Et là, évidemment, on arrive dans des éléments d'interdépendance. On nous dit que nous sommes interdépendants, mais nous agissons toujours comme si nous étions indépendants, voyez-vous. Et donc, bien sûr que ces éléments de savoir-faire, de comportement, d'attitude, ce sont ceux-là qui caractérisent l'école numérique, ou l'ère numérique, ou la société, ou les humanités numériques, tout à fait. Et ça, quand je vous disais ce truc-là, étonnez-moi, ça, voyez-vous, c'est pas des connaissances de savoir, de savoir-faire, c'est une façon d'être avec les autres. C'est un savoir-être. Vous, l'étudiant, vous êtes capable de m'étonner, moi, le prof, quoi.
Mais vous vous rendez compte de quel adoubement, quelle élévation je leur donne. Attends, je ne connais pas ton papier, je vais le lire. Et si on redevenait communauté d'apprentissage, quoi. Tout en disant que vous êtes l'expert, hein, qu'à un moment, vous allez pouvoir trancher, bien sûr. Oui. Je crois qu'il faut que je prenne le micro. Je pense que c'est mieux. Oui, ma question porte sur transmettre et permettre. J'étais allée aux entretiens enseignants-entreprises, parce que j'enseignais l'économie. Et il y a pas mal de chefs d'entreprise qui utilisaient ce terme. Est-ce que finalement la formation n'a pas plutôt comme vocation de permettre? Mais je vous pose la question. Et voilà, est-ce que ça s'y prête vraiment de permettre? En fait, l'ancrage de ma réponse à votre question, elle est déjà dans la phrase « enseigner, former ». C'est donner des occasions d'apprendre. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là mettre en place un environnement dans lequel l'élève va apprendre, mais cet environnement, il est balisé, il y a des conditions, il y a des critères, à quoi je souhaite que vous arriviez, par où je souhaite que vous passiez, à part ça, vous y allez. Et donc, je pense que cette permission, finalement, touche au degré de liberté que vous mettez dans la situation pédagogique, mais ce n'est pas du style « tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, allez-y, vous apprendrez toujours quelque chose ». Il y a ce que moi j'appelle dans mon enseignement un plan de cours. Et ce plan de cours, c'est concrètement un document de 6 ou 7 pages qui décrit mes intentions, les différents types d'activités, les critères de réalisation que je mets par rapport à ces activités. Et ce plan de cours, ce n'est pas quelque chose que j'impose à mes étudiants, il est négocié, discuté au premier cours. Et donc finalement, c'est un espace balisé, mais aussi partagé. Je pense que ces idées de balises, de critères, de conditions et de plan de cours, c'est-à-dire pour les élèves de savoir dans quel jeu on joue, pour être très clair, sont essentielles dans cette dialectique que vous avez fait entre le mot transmettre et permettre. Vous avez fait référence plusieurs fois aux travaux de Michel Serres, évidemment, qui ont été beaucoup discutés quoi, sur ces questions-là. J'ai l'impression qu'il y a quand même une différence un peu forte dans votre approche par rapport à celle de Michel Serres. Enfin, si je l'ai bien compris, lui, j'ai l'impression que lui, sa réflexion, elle repose beaucoup sur la question du changement de génération. Oui. Il y avait l'ancienne génération et puis il y a la nouvelle génération. Voilà, c'est ça, ce truc-là. Et or, alors que j'ai l'impression que, d'une certaine manière, pour vous, c'est pas du tout le problème. C'est-à-dire que quand vous parlez de formation d'adultes ou de formation avec les petits, c'est, enfin, vous l'envisagez pas de manière différente. Enfin, je voulais savoir si vous étiez d'accord avec ça ou si... Oui, tout à fait. Bon, je ne pouvais pas parler de tout. Je pouvais parler de ce que je considère un peu comme la tarte à la crème fraîche à la figure, ce digital natives, quoi. Ils sont nés avec le numérique, certes. Ils ont maintenant 20 ans, 25 ans, enfin ça change en fonction des trucs. J'ai un avantage colossal sur eux. Ils sont peut-être nés avec le numérique. Moi, je l'ai vu naître. Je suis donc aussi quelque part... j'étais au baptême du numérique, voyez-vous. Et si je dis ça, c'est un peu cynique, évidemment, dans l'expression, mais c'est pour vous dire que je n'y crois pas. Je n'y crois pas à ces étudiants qui connaissent plus que nous. Oui, bien sûr, ils sont plus souvent peut-être que nous, bien qu'il y en a quelques-uns ici, puis il y a d'autres quand même pas mal, quoi. Mais à part ça, est-ce qu'ils sont capables... De nouveau, c'est pas ces savoir-faire, hein.
savoir cliquer sur Facebook, faire j'aime, commenter, partager, et grosso modo savoir la différence entre j'aime, commenter et partager. Mais c'est vraiment une question d'esprit critique, de recul. Et ça, l'esprit critique, bien sûr, on l'applique souvent au savoir, mais bon Dieu qu'il a des colorations de savoir-être, l'esprit critique, n'est-ce pas? Et voilà, donc non, je ne mets pas appui là-dessus. Mes étudiants, il y en a des plus jeunes, ils sont en bac, j'en ai d'autres en master et d'autres en formation continue. Ça ne fait pas vraiment la grosse différence pour moi. La seule chose que je dirais, c'est peut-être les collègues québécois, ce qu'on appelle parfois les natifs digitaux, digital natives, ils appellent ça la génération C. Et ils appellent la génération C parce que, disent-ils, avec sans doute beaucoup trop d'exagération, génération C, c'est parce qu'ils créent, communiquent, collaborent. Alors évidemment, ça peut être critiquable en disant ils collaborent, oh, mon œil, c'est pas parce qu'il faut commenter et tout. J'ai envie de vous dire par rapport à ça que créer, commenter, collaborer, nous sommes d'accord, j'espère, ce sont des compétences. Puisqu'il y a des savoirs sur la communication, il y a un savoir-être, il y a des contextes dans lesquels elles s'appliquent. Et donc, même si ce n'est qu'embryonnaire, leur façon de créer et communiquer avec ces engins-là, c'est quand même des compétences. Et pour moi, c'est un autre mythe finalement. Une compétence n'est jamais tout à fait achevée. On ne peut pas dire à un moment que je sais communiquer, je sais faire preuve d'esprit critique. On a à apprendre et à construire tous les jours. Et donc, si eux sont au niveau basique de ces compétences, eh bien, encore une fois, c'est au rôle de l'école de les amener plus loin. Donc, éducation au numérique et aux compétences liées au numérique. Et donc, à ce moment-là, on relie les adultes qui doivent apprendre, moi qui dois apprendre et mes élèves qui doivent apprendre. Et donc, effectivement, j'aime beaucoup, vous l'avez entendu, je le cite quand même, Michel Serres, je trouve qu'il a, on avait peur que je sois un peu trop négatif, lui il a cet optimisme-là, et qui est absolument fascinant. Bernard Stiegler, en dialogue avec lui, est quand même beaucoup plus réservé sur le caractère toxique, hein, il le dit, du numérique, mais en donnant quand même des pistes tout à fait intéressantes. Et j'ai envie de me balader entre les deux, voyez-vous, c'est ça. Alors qu'on ne me dise pas que je ne sais pas ce que je veux parce que je me balade entre les deux, moi c'est ma fierté de me balader entre les deux parce que j'ai envie d'opposer les contraires, parce que très souvent dans ces discussions sur les technologies, sur la pédagogie, je vous l'ai dit, on crée des antagonismes là où il pourrait y avoir des synergies, quoi. Alors bon, je pense que c'est ça et c'est pour ça que j'aime bien le mot technopédagogie finalement, oui, parce qu'elle unit intimement les deux. Je pense que c'était peut-être une belle conclusion. Je vous propose qu'on s'arrête là. Encore merci beaucoup à vous pour cette conclusion de nos 2 journées. Merci à toutes et à tous, parce que évidemment le Headcamp, c'est un peu tout ce qu'on a dit là, hein, mais ça ne peut vivre que parce que chacun y apporte quelque chose. Hein. Vous étiez loin d'être dans des positions passives tous et toutes